Je m'appelle Jamie Battle. J'ai 27 ans, et je suis sergent dans l'armée des États-Unis. J'ai appris à gérer la douleur dans certains des endroits les plus hostiles sur Terre. Mais rien n'a jamais été comparable, au sol en béton situé en bas des 14 marches du sous-sol de ma famille. La douleur fulgurante de 4 côtes cassées n'était rien, comparée à la glace dans les yeux de mon père, le sénateur Arthur Battle, lorsqu'il m'a regardé de haut. Elle dit qu'elle a glissé, a menti ma sœur, Renée, avec un aplomb parfait. Quelques instants plus tôt, elle avait pourtant grogné, « Tu n'es qu'un pathétique petit soldat », avant de me pousser. Mon père n'a pas demandé si j'allais bien. Il a donné un ordre. Confirmer sa déclaration, sergent. Il utilisait mon grade pour me rappeler ma place, pour me rappeler mon devoir d'obéissance. Il y a une collecte de fonds ce soir. Ne ruinez pas l'image de cette famille. Il pensait que le soldat en moi obéirait aveuglément aux ordres. Mais ils avaient oublié une chose. La plus haute loyauté d'un soldat va à la vérité. Si vous avez déjà été traité comme un inconvénient qu'il fallait cacher par votre propre famille, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, et cliquez sur s'abonner. Cette histoire est pour vous. La première chose dont j'ai pris conscience, c'est le froid. C'était un froid humide et profond, qui s'infiltrait à travers le tissu de mon uniforme, jusqu'à l'intérieur de mes os. L'air sentait le moisi et la terre. L'odeur caractéristique du sous-sol de notre maison de Hemseline, en Virginie, que j'avais essayé d'éviter toute ma vie. Une douleur vive et lancinante a irradié dans mon côté gauche, lorsque j'ai essayé de prendre une inspiration. J'avais l'impression qu'un éclat de verre se tordait dans mes côtes. Puis, le souvenir m'a frappé. Pas comme une vague, mais comme un coup de poing. Tout avait commencé pour une chose si petite, si insignifiante. Mon insigne de qualification de tireur d'élite de l'armée. J'avais laissé ma veste d'uniforme sur une chaise à l'étage. Et quand je suis descendu au sous-sol pour chercher un vieil album photo, j'ai trouvé Renée en train de le tenir. Elle ne le regardait pas avec fierté, ni même avec curiosité. Elle le tenait entre son pouce et son index, comme s'il s'agissait d'un insecte mort. « Regarde ça », avait-elle dit. Sa voix dégoulinait de cette condescendance désinvolte, qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Le jouet du petit soldat. Crois-tu vraiment que ce morceau de métal bon marché fait de toi une héroïne, Jamie ? Je voulais juste le récupérer. Ce n'était pas un jouet. C'était le symbole de moi de discipline. Symbole d'avoir appris à contrôler ma respiration, ma concentration, et jusqu'au moindre de mes battements de cœur sous la pression. C'était à moi. Rends-le-moi, Renée, ai-je dit, d'une voix basse. Elle l'a fait balancer devant moi. Dans le monde réel, mon monde ici sur Capitol Hill, ça ne signifie rien. C'est moi qui ai le pouvoir ici. C'est moi qui compte. C'est là que j'ai tendu la main pour le prendre. Mes doigts ont effleuré les siens, et elle a reculé comme si elle s'était brûlée. Ne me touche pas, a-t-elle hurlé. Son visage s'est tordu d'une rage qui m'était terriblement familière. Et puis, elle m'a poussé. Ce n'était pas une petite bourrade. Ce fut une agression à 2 mains, avec tout le poids de son corps, alimenté par des années de ressentiment. C'était une déclaration brutale de sa place dans cette famille, et de la mienne. Mon pied s'est pris dans la marche du haut. Pendant une seconde terrifiante, j'ai été en apesanteur. Puis a suivi la série de bruits sourds et écœurants, alors que mon corps dévalait les escaliers en bois. Jusqu'au craquement final et définitif, lorsque j'ai heurté le sol en béton. Maintenant, allongé là, j'entendais des pas dans les escaliers. Mais ils se sont arrêtés en haut. J'ai étiré mon cou, la douleur hurlant à travers mon corps, et je l'ai vu. Mon père. Le sénateur Arthur Battle. Il se tenait là, sa silhouette se découpant contre la lumière du couloir. Sa posture était raide comme un piquet, son visage était un masque impénétrable de marbre politique. Il ne ressemblait pas à un père, mais à un juge sur le point de rendre une sentence. Il n'est pas descendu. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il a simplement regardé mon corps recroquevillé, puis Renée, qui était déjà en train d'élaborer son mensonge. Elle a glissé, papa. Elle est tellement maladroite parfois. Le regard de mon père est revenu sur moi. Froid. Évaluateur. Pas d'hôpital, a-t-il déclaré. Ces mots, si dénués d'inquiétude, ont déverrouillé un souvenir que j'avais profondément enfoui. J'avais 16 ans. Renée,
furieuse que j'ai accidentellement cassé les cordes de sa raquette de tennis, m'avait lancé son trophée de championnat à la figure. Il m'avait frappé juste au-dessus de l'œil. Le sang coulait sur mon visage. Mon père ne m'avait pas emmené aux urgences. Il m'avait fait asseoir à la table de la cuisine, en acajou poli. Il avait nettoyé la blessure avec un antiseptique qui brûlait comme du feu, et l'avait refermée avec 2 bandages papillons maladroits. Pendant qu'il travaillait, il m'avait fait la morale. « Tu dois apprendre à ne pas provoquer ta sœur », avait-il dit, la voix tendue par l'irritation. « Ne t'avise pas de parler de ça à qui que ce soit. » Plus tard dans la nuit, ma mère, Elisabeth, avait apporté un bol de soupe de poulet aux nouilles dans ma chambre. Elle s'était assise au bord de mon lit, évitant mon regard. « Ta sœur a beaucoup de pression avec ses candidatures pour l'université, ma chérie, avait-elle chuchoté. Sois simplement plus intelligente qu'elle, Jamie. Pour la famille. Mon sacrifice était toujours pris pour acquis. Ma douleur a toujours été un coût acceptable pour maintenir leur paix. Un halètement saccadé s'est échappé de mes lèvres. Un mélange de douleur et de fureur. J'ai besoin d'un hôpital, ai-je réussi à articuler, entre mes dents serrées. Un hôpital militaire. C'est ça, qui l'a fait bouger. Il a descendu les escaliers. Non pas avec l'urgence d'un parent inquiet, mais avec la lenteur et la menace délibérée d'un prédateur. Il s'est accroupi, son visage à quelques centimètres du mien. Sa voix n'était qu'un sifflement bas, comme la vapeur s'échappant d'un tuyau fissuré. Ne me défie pas, Jamie. Tu sais de quoi je suis capable. Un seul coup de fil de mon bureau au Pentagone, et ton dossier de service reçoit une note permanente pour instabilité psychologique. Tu passeras le reste de ta carrière à classer des papiers, dans une base oubliée en Alaska. Ta carrière, sergent, sera terminée. Le message était brutalement clair. Son image, et l'avenir de René. Voilà ce qui primait. Toute ma vie, tout ce pourquoi j'avais travaillé, n'était qu'une pièce d'échec qu'il était prêt à sacrifier sans une once d'hésitation. Et René, elle se tenait juste derrière lui. Les bras croisés, avec un regard suffisant et victorieux sur le visage. Mais quelque chose, dans sa menace, s'est retourné contre lui. Au milieu de la douleur fulgurante, une clarté froide et tranchante m'a envahi. Il ne s'agissait plus d'un trophée cassé, ou d'une chute dans les escaliers. C'était une bataille pour ma vie. Pour ma vérité. Avec un grognement d'effort, j'ai plongé la main dans ma poche, et j'ai sorti mon téléphone. Mes doigts, tremblants sous l'effet de l'adrénaline, ont trouvé le contact. Le nom a brillé sur l'écran, comme une fusée éclairante dans l'obscurité. Tante Sarah. Ma mère, qui rôdait silencieusement en haut des escaliers, a fini par craquer. Un petit son désespéré s'est échappé de ses lèvres. « Arthur, je t'en prie », a-t-elle supplié, d'une voix faible et tremblante. Cette fois, c'est différent. Mon père s'est redressé, et a bloqué le bas des escaliers, son corps formant un mur solide. Il a regardé le téléphone dans ma main, puis mon visage. Son propre visage s'est durci, pour formuler une offre finale et non négociable. Très bien, a-t-il lâché sèchement. Tu peux y aller. Mais tu leur diras que tu es tombé. Tu t'en tiendras à cette version. Si tu ne le fais pas, ma proposition concernant l'Alaska tient toujours. C'est le seul moyen. J'ai regardé au-delà de lui, vers le sourire triomphant de ma sœur. J'ai regardé les yeux terrifiés et suppliants de ma mère. Et j'ai regardé l'homme qui était censé me protéger, et qui tenait désormais mon avenir en otage, pour protéger son parfait mensonge politique. Il pensait que le soldat en moi obéirait. Mais il avait tort. À cet instant, j'ai réalisé que ce n'était plus une querelle de famille. C'était une fusillade, et je ne pouvais pas me permettre de rester silencieuse. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été enveloppé d'un silence épais, et étouffant. Les sièges en cuir lisse de la Mercedes étaient froids contre ma peau. Un contraste brutal avec la chaleur lancinante dans mon côté. J'ai gardé les yeux fixés par la fenêtre. Je regardais défiler les immaculées palissades blanches, et les pelouses parfaitement entretenues de Hemseline. Chaque maison immaculée ressemblait à une forteresse miniature, cachant ses propres secrets. Je sentais le regard de ma mère posé sur moi, dans le rétroviseur. Ce n'était pas le regard d'une mère inquiète, qui veille sur son enfant blessé. C'était le regard anxieux, et fuyant, d'une complice. Finalement, elle a brisé le silence.
Sa voix n'était qu'un murmure fragile et suppliant. Jamie. Tu sais que René a cet important stage qui approche, sur la colline du Capitole. Un peu d'ennui en ce moment. Ça pourrait tout gâcher pour elle. Et voilà. Pas de, Jamie, à quel point as-tu mal? Pas de, Jamie, je suis tellement désolé que ce soit arrivé. Juste de l'inquiétude pour René, et pour leur image parfaite. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement continué à regarder défiler le flou des clôtures blanches. À ce moment-là, j'ai compris que ma mère ne faisait pas seulement des excuses pour la cruauté de mon père, ou la violence de ma sœur. Elle défendait le système tout entier. Un système bâti sur la règle tacite selon laquelle ma paix, ma sécurité, et mon existence même, étaient toujours le sacrifice acceptable. Ces mots furent la clé, qui a ouvert les vannes de ma mémoire. Et la douleur dans mes côtes fut soudainement noyée, par la souffrance d'une centaine de blessures plus anciennes. Le premier souvenir qui a fait surface, fut un Thanksgiving, l'année de mes 18 ans. J'avais passé la journée entière dans la cuisine, à suivre attentivement la recette manuscrite de ma grand-mère. Une dinde rôtie, farcie au canneberge et aux noix de pécan. Toute la maison sentait la sauge, et le beurre rôti. J'étais fier. C'était la seule chose que je sentais pouvoir apporter, à ces réunions de famille parfaites. Alors que nous nous asseyions tous à table, avant même que je puisse apporter la dinde, René a levé son verre de vin. Un toast, a-t-elle annoncé, rayonnante. Je viens de recevoir ma lettre d'acceptation anticipée pour Georgetown. La pièce a explosé de joie. Mon père, Arthur, s'est levé, le torse bombé de fierté. À ma brillante aînée, a-t-il tonné, levant son propre verre. Qui perpétue l'héritage de la famille Battle. Le reste du dîner s'est transformé en « le show de René ». Ses projets, son avenir, son inévitable succès à Washington. Je me suis glissé dans la cuisine, et j'ai ramené la dinde. Dorée et parfaite, sur le plat de ma grand-mère. Je l'ai posée au centre de la table. René y a jeté un coup d'œil, et a plissé le nez. « Oh, pas pour moi », a-t-elle dit, avec un geste dédaigneux de la main. Je dois faire attention à ma ligne. Personne d'autre n'y a touché non plus. Ils étaient trop occupés à découper l'avenir de René. Plus tard dans la nuit, bien après que tout le monde se soit couché, je me suis retrouvé seul dans la cuisine silencieuse. J'ai sorti le plat froid du réfrigérateur, j'ai découpé une tranche de dinde, et je l'ai mangé en me tenant au-dessus de l'évier. Ça avait le goût de la solitude. Et c'est dans cette cuisine froide et silencieuse, que j'ai décidé qu'il fallait que je trouve une famille différente. Une famille qui aurait, peut-être, vraiment faim de ce que j'avais à offrir. L'idée de trouver ma propre voie a ramené un autre souvenir, plus douloureux encore, à la surface. Ma remise de diplôme du lycée. J'étais la major de ma promotion. J'avais passé des semaines à répéter mon discours. Un discours sur l'importance de trouver sa propre voie. J'avais remis les invitations en main propre à ma famille, le cœur battant d'un espoir stupide et tenace. Mais quand je suis monté sur le podium, et que j'ai regardé la foule, la rangée de sièges que je leur avais réservée était vide. Juste 4 chaises vides, qui me fixaient en retour. J'ai découvert plus tard, grâce à une remarque désinvolte de ma mère, qu'il s'était envolé pour New York le temps du week-end. Il y avait une vente aux enchères d'art chez Christie's, à laquelle René voulait désespérément assister. Une vente aux enchères d'art. J'ai passé cette nuit-là assise sur le sol de ma chambre, la lourde plaque de major de promotion sur mes genoux, ne ressentant rien d'autre qu'un vide profond. Mon plus grand accomplissement, l'aboutissement d'années de travail acharné, n'avait pas vraiment eu lieu. Parce que dans ma famille, s'ils ne le voyaient pas, ça n'existait pas. Ma propre tentative de créer une vie en dehors de leur ombre, s'est heurtée à la même indifférence méprisante. Je me suis souvenu du jour où ma lettre d'acceptation dans l'armée américaine est arrivée. Je tenais l'enveloppe officielle entre mes mains. Un billet pour un monde de discipline, d'honneur et d'utilité. Tout ce qui manquait à notre maison. J'ai dévalé les escaliers en courant, impatiente d'annoncer la nouvelle. Mais le salon était déjà en pleine effervescence. Des traiteurs s'installaient, et des ballons flottaient contre le plafond. C'était une fête surprise pour René. Elle venait de décrocher un stage d'été, dans le bureau d'un sénateur. Quand j'ai finalement réussi à attirer l'attention de mon père, et que je lui ai montré ma lettre, il y a jeté un coup d'œil pendant moins d'une seconde. « C'est bien, Jamie » a-t-il dit, avant de se tourner pour donner des directives à un serveur.
Au moins, l'armée t'apprendra la discipline. Ces mots ont été comme un coup de poing à l'estomac. Rejetant mon choix, comme s'il s'agissait d'un cours de rattrapage pour un enfant à problème, et non d'une vocation. La Mercedes a ralenti, s'engageant sur les rues larges et ordonnées de Fort Belvoir. Voir les gardes en uniforme à la porte, a déclenché un dernier souvenir douloureux. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme de l'entraînement de base. Ce fut l'un des jours dont je suis la plus fière. Je me tenais plus droite, je me sentais plus forte que jamais. Mais alors que je balayais du regard la foule des familles en liesse, la mienne était introuvable. Seule tante Sarah était là. Son sourire fier était le seul phare dans la foule. Mes parents avaient appelé ce matin-là, avec une excuse vague concernant une urgence professionnelle de dernière minute. 2 jours plus tard, j'ai vu les photos sur l'Instagram de René. Toute la famille souriante, sur un voilier à Martha S. Vignard. La légende disait, une petite escapade bien méritée, pour m'aider à déstresser avant les examens finaux. La voiture s'est finalement arrêtée, devant l'entrée imposante du Centre médical militaire national Walter Reed. J'ai pris une grande et prudente inspiration. La douleur dans mes côtes m'a brutalement ramené au présent. Ça y était. J'étais sorti de leur monde, et je me trouvais maintenant sur mon propre terrain. C'était un endroit bâti sur des codes de conduite, et des articles de justice. Un endroit où la loyauté se gagnait, et ne s'exigeait pas. Un endroit où la vérité, aussi laide soit-elle, était censée avoir de l'importance. La bataille pour l'approbation de ma famille était terminée. J'avais perdu cette guerre il y a des années. La vraie bataille, celle pour ma propre survie, ne faisait que commencer. À l'intérieur des murs blancs et stériles de la salle d'examen de Walter Reed, le monde a ralenti. Le tourbillon chaotique et émotionnel de la maison de ma famille, semblait à des millions de kilomètres de là. Ici, il n'y avait que de l'ordre, des procédures, et le léger bourdonnement des équipements médicaux. Ma concentration s'est resserrée. Je n'étais plus seulement une fille qui souffre. J'étais un soldat. Un patient. Un ensemble de faits, attendant d'être documentés. Le médecin qui est entré était le capitaine Eva Rostova. C'était une femme qui semblait taillée dans le granit. Avec des yeux vifs et intelligents, et un accent d'Europe de l'Est qui hachait ses mots avec précision. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement que j'ai reconnue instantanément, la marque d'un officier. Elle s'est présentée. Sa poignée de main était ferme. Et elle a commencé son examen. Ses gestes étaient doux mais méthodiques, ses questions directes. Alors, sergent Battle, a-t-elle commencé, en examinant le formulaire d'admission initiale sur sa tablette. Il est écrit ici, vous êtes tombé dans un escalier. Oui, madame, ai-je répondu. Le mensonge avait un goût de cendre dans ma bouche. Elle n'a pas répondu. À la place, elle a doucement palpé la zone décolorée et enflée de mon côté gauche. J'ai grimacé, aspirant brusquement l'air. S'il vous plaît, levez le bras, a-t-elle ordonné. Pendant que je m'exécutais, elle a examiné les ecchymoses sous un angle différent. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, les sourcils froncés par la concentration. Puis, elle m'a regardé directement, le regard fixe. Sergent, a-t-elle dit. Sa voix était complètement neutre, dénuée de tout jugement. Ce sont des marques de doigts. Des ecchymoses qui correspondent à une empoignade, pas à une chute. Et juste comme ça, la vérité était dans la pièce. Prononcée à voix haute, par une étrangère. Pour la première fois depuis des heures, quelqu'un voyait ce qui était réel, et non ce qui était pratique. Je n'ai pas sangloté. Je ne me suis pas effondré. Une unique larme brûlante s'est simplement échappée, et a tracé un chemin silencieux sur ma joue. C'était une larme de soulagement. Un soulagement profond, et douloureux. Les radiographies ont raconté une histoire encore plus brutale. Le capitaine Rostova a affiché les images sur un grand écran, le visage sombre. Eh bien, vous n'avez pas imaginé la douleur, a-t-elle dit sèchement. Vous avez 4 côtes fracturées ici, ici, ici et ici. Elle a pointé avec son stylo, les fines lignes en forme de toile d'araignée, sur l'image fantomatique de mon squelette. Et une fissure au poignet gauche, probablement en essayant d'amortir votre chute. Elle a zoomé sur une autre zone, une section du haut de mon bras. Mais c'est ceci, qui m'inquiète. Elle a indiqué plusieurs petites taches blanches denses, sur l'os. C'est de la calcification. C'est le fantôme d'une ancienne blessure.
Une fracture précédente, qui a guéri d'elle-même, sans avoir été correctement soignée. Votre dossier médical indique un historique d'accident. Sa voix n'était pas accusatrice. Elle n'était même pas compatissante. C'était la voix d'un scientifique énonçant un fait. Sergent, ce que je vois ici, c'est un schéma à long terme de traumatisme physique. Avant que je ne puisse assimiler cette information, une infirmière a annoncé que ma famille était arrivée. Un nœud d'appréhension s'est serré dans mon estomac. Un instant plus tard, ils ont fait irruption dans la pièce, apportant avec eux l'atmosphère étouffante de notre maison. Mon père est immédiatement passé en ce que j'appelais le « mode sénateur ». Il s'est avancé vers le capitaine Rostova, la main tendue, un sourire charmant et étudié plaqué sur le visage. « Capitaine. Arthur Battle. C'est un plaisir, a-t-il dit. Sa voix résonnait d'une fausse chaleur. Je ne saurais vous dire à quel point j'apprécie les excellents soins que vous prodiguez ici. En fait, mon bureau a aidé à obtenir les fonds pour cette nouvelle aile de diagnostic. Nous devons prendre soin de nos militaires. Il marquait son territoire. Impliquant subtilement, que cette institution avait une dette envers lui. J'espère que nous pourrons gérer cette affaire discrètement, a-t-il poursuivi, en baissant la voix d'un ton conspirateur. Ce n'est qu'un malheureux et maladroit accident de famille. Pas besoin de beaucoup de paperasse. Le capitaine Rostova ne lui a pas rendu son sourire. Elle n'a même pas scié. Elle l'a regardé droit dans les yeux, la posture inflexible. Sénateur, a-t-elle répondu. Sa voix était aussi tranchante et stérile qu'un scalpel. Ma loyauté va à mon patient. Et au code de justice militaire, UCMJ. Ce code m'oblige à signaler tout cas suspect de blessure non accidentelle. Ce n'est pas un choix. C'est mon devoir. Une lueur d'agacement a traversé le visage de mon père. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui tienne tête. Ma mère, Elisabeth, est rapidement intervenue. Sa voix tremblait légèrement, alors qu'elle répétait le mensonge selon lequel j'avais glissé. Mais c'est René, qui a porté le coup suivant. Appuyée contre le mur avec un air d'arrogance ennuyé, elle a ajouté, honnêtement, s'il s'est passé quelque chose, elle l'a probablement cherché. Elle a toujours été du genre à en faire des tonnes. J'ai observé le capitaine Rostova. Sans quitter René des yeux, elle a tapé nonchalamment ce commentaire, dans ses notes sur sa tablette. Déclaration de témoin potentiel, a-t-elle murmuré, juste assez fort pour que tout le monde l'entende. L'air crépitait de tension. Mon père m'a lancé un regard pur et venimeux. Une menace silencieuse, pour me rappeler notre accord. Mais il était déjà trop tard. La situation avait dégénéré au-delà de son contrôle. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte à nouveau. Une femme en civil, vêtue d'un tailleur pantalon pratique et de chaussures confortables, est entrée. Elle dégageait une aura d'autorité pragmatique, qui a immédiatement imposé le respect dans la pièce. Capitaine Rostova, a-t-elle demandé, d'une voix calme mais ferme. Elle a présenté une carte d'identité. Agent spécial Carter. Division des enquêtes criminelles de l'armée, CID. On m'a informé que vous aviez une victime potentielle d'agression. Mon père a fait un pas en avant. Un instant. Je crois qu'il y a un malentendu. L'agent Carter ne l'a même pas regardé. Son attention était entièrement fixée sur moi. J'aurais besoin de parler avec le sergent Battle, seul à seul. C'est ma fille, a protesté mon père, la voix montant dans les tours. Je suis son père. Et je suis un sénateur des États-Unis. Vous ne l'interrogerez pas, sans ma présence. Pour la première fois, l'agent Carter a tourné son attention vers lui. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle a simplement fait un geste de la tête vers le couloir. Là, j'ai vu 2 policiers militaires en uniforme, se tenant au garde à vous. Monsieur. Avec tout le respect que je vous dois, il s'agit maintenant d'une enquête criminelle officielle. Vous et votre famille allez attendre dans la zone prévue à cet effet. Immédiatement. J'ai alors vu quelque chose, que je n'avais jamais vu de toute ma vie. Mon père était sans voix. Il était complètement, et totalement pris de court. Le pouvoir qu'il exerçait à Washington ne signifiait rien ici. Il n'était qu'un civil, dans une juridiction militaire. Les policiers militaires l'ont escorté hors de la pièce, avec ma mère, et une René l'air abasourdi. La porte s'est refermée dans un clic.
me laissant seul avec le capitaine Rostova et l'agent Carter. Le silence qui a suivi n'était plus étouffant. Il était purificateur. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Je n'étais plus dans une salle d'examen. J'étais dans un sanctuaire. Dans le sanctuaire silencieux de cette chambre d'hôpital, avec les fantômes de ma famille enfin bannis dans le couloir, j'ai raconté mon histoire. Pour la première fois, je l'ai racontée en entier. Assise au bord du lit d'examen, le papier crissant sous mon poids, j'ai fait ma déclaration officielle à l'agent spécial Carter. Je l'ai fait de la manière dont on m'avait formé, chronologiquement, factuellement, sans émotion. J'ai parlé du trophée de tennis cassé quand j'avais 16 ans. Des chaises vides à ma remise de diplôme. Du dîner de Thanksgiving où j'étais devenu invisible. Et enfin, de la bousculade, de la chute, et de la menace froide et calculée de mon père. L'agent Carter a simplement écouté. Elle n'a pas interrompu. Elle n'a pas lancé de regards apitoyés, ni de phrases réconfortantes. Elle prenait juste des notes sur un bloc-notes réglementaire. Son stylo grattant méthodiquement le papier, dans le silence de la pièce. Elle ne m'a pas traité comme une victime fragile. Mais comme un témoin crédible. Comme un soldat. Son respect fut un baume sur une blessure, dont j'ignorais même qu'elle saignait encore. Quand j'ai finalement terminé, la pièce était chargée du poids d'années de vérité non dite. L'agent Carter a refermé son stylo avec un clic, et m'a regardé droit dans les yeux. « Sergent Battle », a-t-elle dit. Sa voix était ferme et assurée. « Merci pour votre déclaration. Merci de nous faire confiance avec ça. » Elle a fait une pause, et son attitude professionnelle s'est adoucie d'une simple fraction. « J'ai été soldat moi aussi, dans la police militaire. On apprend assez vite, que notre devoir le plus important, c'est de couvrir les arrières de nos frères et sœurs d'armes. On protège les nôtres. Peu importe où se déroule la bataille. » Elle s'est levée. Son visage se raffermissant avec détermination. « À partir de maintenant, c'est nous qui vous protégeons. » J'ai obtenu mon congé quelques jours plus tard. Avec les côtes solidement bandées, mon poignet dans une attelle, et une ordonnance de protection temporaire à la main. Le morceau de papier me semblait à la fois puissant et fragile. C'était un bouclier légal. Mais je savais qu'il ne pourrait pas arrêter la guerre psychologique, qui était sur le point de commencer. Les messages vocaux de ma mère ont commencé presque immédiatement. Ils n'étaient jamais colériques. Ce qui aurait été plus facile à gérer. Ils étaient trempés d'un chagrin écœurant et manipulateur. « Jamie, chérie. » C'est maman, commençait le premier. Sa voix était lourde de larmes feintes. « Je ne comprends tout simplement pas. Tu es en train de déchirer cette famille. La carrière de ton père. L'avenir tout entier de René. Comment peux-tu être aussi égoïste? Un autre est arrivé le lendemain. Ton père essaie juste de protéger cette famille. Pourquoi faut-il que tu sois si difficile? Tout ce qu'il a toujours voulu, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. » Chaque message était un stratagème de culpabilisation, soigneusement élaboré. Conçu pour me faire sentir que j'étais l'agresseur, le problème. L'ancienne Jamie aurait flanché. L'ancienne Jamie aurait commencé à y croire. Mais cette fois-ci, c'était différent. J'ai appliqué mon entraînement. J'ai traité chaque message vocal, non pas comme une attaque personnelle, mais comme une communication ennemie, à enregistrer et à archiver. J'ai créé un nouveau dossier sur mon téléphone, preuve. J'ai sauvegardé chaque message. J'ai documenté l'heure et la date de chaque appel, qui violait l'ordonnance de protection. Ma douleur était convertie en données. Ma peur était convertie en stratégie. La guerre, cependant, se livrait également sur un autre front. De retour au baraquement, l'atmosphère s'était refroidie. L'influence de mon père était un poison subtil qui s'infiltrait dans ma vie professionnelle. Des chuchotements ont commencé à circuler. Des rumeurs discrètes et vagues, sur mon instabilité mentale. J'entrais dans le réfectoire, et les conversations s'arrêtaient. Des soldats, qui plaisantaient avec moi auparavant, se contentaient maintenant de me faire un signe de tête tendue et gênée, avant de continuer leur chemin. L'isolement était une cape lourde, et je sentais que je commençais à suffoquer sous son poids. Un après-midi, après une séance de physiothérapie particulièrement éreintante, suivie de questions condescendantes de la part de mon commandant d'unité. Je me suis senti proche de mon point de rupture.
Je me suis traîné jusqu'à mon casier. Le claquement métallique de la porte a fait écho au vide que je ressentais à l'intérieur. Mais c'est alors que je l'ai vu. Glissé à côté de mes bottes, il y avait une barre énergétique aux pépites de chocolat, et une bouteille glacée de Gatorade bleu. Appuyé contre, se trouvait un petit morceau de papier. Déchiré d'un carnet d'ordonnances. L'écriture était nette et précise. Il disait, « La force n'est pas seulement physique. Vous n'êtes pas seul. » Capt. R. Capitaine Rostova. Je suis resté là pendant une minute entière. Je fixais ce simple acte de gentillesse. Ce n'était pas de la pitié. C'était du soutien. C'était une bouée de sauvetage qui m'était lancée dans le noir. Une reconnaissance silencieuse, d'un soldat à un autre. Ce simple geste m'a donné plus de force, que 1000 mots d'encouragement ne l'auraient jamais fait. C'était du carburant. C'était le rappel que j'avais des alliés. Même s'ils opéraient dans l'ombre. Ce soir-là, assise sur ma couchette dans le calme stérile des baraquements, je savais que je ne pourrais pas mener ce combat seul. J'avais besoin de ma propre forteresse. J'ai ouvert les contacts sur mon téléphone. Mon pouce planait sur les noms qui m'avaient causé tant de douleur. Père. Mère. René. J'ai fait défiler l'écran. Le cœur lourd du poids de ce qui était brisé. Puis, je me suis arrêté. Un seul nom. Un dernier espoir. Tante Sarah. La sœur aînée de mon père. Première sergent de l'armée à la retraite. La seule personne de ma famille, qui m'avait jamais regardé en me voyant réellement. Et non pas comme une déception, ou un problème. J'ai pris une profonde inspiration tremblante. Mon esprit s'emballait. Comment allais-je commencer à expliquer, le gâchis ignoble et enchevêtré qu'était devenue ma vie? Je me suis préparé à l'incrédulité. Aux questions. À l'inévitable leçon sur la loyauté familiale. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Sarah Battle. Sa voix était exactement comme dans mon souvenir. Forte, sans fioriture. Comme du gravier et du café. Tante Sarah, ai-je commencé. Ma voix était plus faible que je ne l'aurais souhaité. C'est Jamie. Il s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un blanc à l'autre bout du fil. Mais ce n'était pas une pause de choc. Ça ressemblait à de l'anticipation. Puis, sa voix est revenue, claire et assurée, coupant à travers toute ma peur et mon incertitude. Je sais, Jamie, a-t-elle dit. Et il n'y avait pas une once de surprise dans son ton. Ça fait 10 ans que j'attends cet appel. Si vous avez déjà eu une personne, qui a cru en vous quand personne d'autre ne le faisait. Cliquez sur le bouton j'aime, et dans les commentaires, tapez simplement le mot « une ». Je veux voir combien d'entre nous ont été sauvés par cette unique personne. Les mots de ma tante, au téléphone, ont résonné dans ma tête pendant tout le reste de la semaine. Un battement de tambour régulier d'espoir, contre le rythme de ma peur. Ça fait 10 ans que j'attends cet appel. Que savait-elle? Que avait-elle vu? Ces questions me nourrissaient. Elles me poussaient à avancer malgré les chuchotements dans mon unité, et les douloureuses séances de physiothérapie. Ce samedi-là, j'ai conduit ma vieille Honda sur LI 95 en direction de Quantico. Ma tante vivait dans un petit bungalow bien ordonné, à quelques kilomètres seulement de la base des Marines. À 1000 lieues de la grandeur politique du manoir de mes parents, à Imseline. Quand elle a ouvert la porte, elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas fait d'histoire à propos de l'attelle à mon poignet. Elle m'a juste fait un signe de tête ferme. Ses yeux inspectant chaque détail, avec l'évaluation experte d'une première sergent. Il était temps que tu arrives, soldat, a-t-elle dit. Sa voix était bourrue, mais chaleureuse. Le café est prêt. Sa maison sentait le café fraîchement préparé, et l'encaustique au citron. C'était une odeur de stabilité. D'ordre. Nous nous sommes assises à sa petite table de cuisine. Le soleil du matin entrait par la fenêtre. J'avais apporté un dossier avec mon dossier médical de Walter Reed. La documentation officielle de mes blessures. Très bien, a-t-elle dit, après m'avoir servi une tasse de café noir. Dis-moi avec quoi il t'a menacé. J'ai hésité. La honte du chantage de mon père était encore fraîche. Il a dit qu'il ferait ajouter une note dans mon dossier. Instabilité psychologique.
Il a dit qu'il me ferait réaffecter à un bureau, en Alaska. Tante Sarah a laissé échapper un rire court et sec. C'était un son dénué d'humour. Laisse mon frère essayer, a-t-elle dit, la voix se durcissant comme de l'acier. Ça fait des années que je tiens mes propres registres sur tes accidents, Jamie. Il n'a aucune idée de ce que je possède. Ces mots m'ont frappé comme une onde de choc physique. Ils ont dissipé le brouillard d'isolement qui m'avait entouré, d'aussi loin que je m'en souvienne. Elle s'est levée, et s'est dirigée vers un vieux coffre en cèdre, dans le coin de son salon. Elle en a sorti une lourde boîte métallique grise, verrouillée. Elle l'a posée sur la table de la cuisine, avec un bruit sourd. Le bruit de la clé tournant dans la serrure, fut la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. À l'intérieur, il n'y avait pas de vieilles photos ou de reliques de famille. À l'intérieur, se trouvaient 3 carnets à spirale. Le genre qu'on achète dans n'importe quelle pharmacie, et dont les couvertures étaient usées par le temps. Elle a ouvert le premier. Son écriture était soignée, précise et disciplinée. L'écriture d'un soldat. Elle l'a fait glisser sur la table vers moi. Mes yeux ont parcouru la première entrée. 12 août 2010, ai-je lu à haute voix, ma voix n'étant guère plus qu'un murmure. Jamie avec une entorse à la cheville. La version d'Arthur a trébuché sur l'une des crosses de René, dans les escaliers. Vérification des faits, René était encandetté dans le Maine. Elle n'est revenue que le 22 août. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai tourné la page. 22 mai 2014. Jamie avec un œil au beurre noir. La version d'Arthur a marché dans une porte. Mais j'ai surpris René au téléphone avec une amie, riant de la façon dont elle avait enfin donné une leçon à sa petite sœur. Entrée après entrée, année après année, c'était la chronique méticuleuse et déchirante de ma vie. Un poignet foulé pour avoir été poussé lors d'un match de basket. Une commotion cérébrale pour avoir glissé sur des feuilles mortes. Chaque incident était consigné. Avec la date, l'excuse familiale officielle, et les propres observations accablantes et silencieuses de ma tante. C'était un dossier de souffrance. Une histoire secrète de ma propre survie. J'ai commencé après ce Noël où tu avais 15 ans, a-t-elle expliqué. Sa voix était plus douce, maintenant. Tu avais cette légère échymose jaunâtre sur le poignet. Pile à l'endroit où une main t'aurait agrippé. Quand j'ai posé des questions. Ton père a simplement balayé ça de la main. Il a dit que tu étais maladroite. Mais j'ai vu la façon dont tu as jeté un coup d'œil à René. Juste pendant une seconde. C'était de la peur. Un soldat reconnaît ce regard. Alors j'ai commencé à noter les choses. Au cas où. Un soldat connaît la valeur des bons renseignements. Elle n'était pas seulement ma tante. Elle était mon officier de renseignement. Mon ange gardien silencieux. Toutes ces années, je croyais être seul. Elle avait observé, documenté. Et attendu. Elle était l'incarnation vivante, des valeurs de l'armée que j'avais juré de défendre. Loyauté. Devoir. Honneur. Intégrité. Elle avait été mon arrière-garde d'une seule femme. Et je ne l'avais même pas su. Cet après-midi-là, nous avons transformé la table de sa cuisine en centre de commandement. Nous avons étalé mon rapport médical officiel de Walter Reed, les photos de mes ecchymoses, et ses carnets. Nous avons recoupé les dates. L'historique des traumatismes physiques, que le capitaine Rostova avait découvert sur mes radiographies, correspondait parfaitement aux accidents que ma tante avait consignés. Ce n'était plus seulement une histoire. C'était une chronologie. Un schéma. Une preuve irréfutable. J'ai pris en photo chaque page de ces carnets, et je les ai envoyés par email à l'agent Carter, avec un message bref et officiel. La réponse est arrivée moins d'une heure plus tard. C'était un appel téléphonique. Sergent Battle, a dit l'agent Carter. Sa voix était électrisée par une énergie nouvelle. Ce que vous venez de m'envoyer. C'est ce qu'on appelle des preuves corroborantes. Ça change la donne. Ça établit un schéma documenté d'abus et de dissimulation. Ça change tout. Elle m'a informé qu'avec ces nouvelles preuves, ils allaient de l'avant avec des accusations formelles d'agression contre René. Et l'enquête sur le rôle de mes parents en tant que complices, était désormais une priorité absolue. Pour la première fois dans toute cette épreuve, je n'avais plus l'impression de me défendre. J'avais l'impression de passer à l'attaque.
Ce changement de dynamique est arrivé juste à temps. Car la contre-offensive de mon père, elle, s'intensifiait. La semaine suivante, mon commandant, le colonel Davis, m'a convoqué dans son bureau. Davis était un homme à quelques mois d'une retraite confortable. La dernière chose dont il voulait entendre parler, c'était d'un scandale impliquant un sénateur américain dans son unité. Il s'est raclé la gorge, en évitant mon regard. « Sergent » a-t-il commencé, brassant des papiers sur son bureau. J'ai reçu un appel du bureau du sénateur Battle. Ils ont exprimé de vives inquiétudes quant à votre bien-être mental. Il a levé les yeux vers moi, l'air mal à l'aise. Ils ont suggéré qu'un rôle peut-être moins stressant serait préférable pour vous en ce moment. Un transfert vers un poste administratif, peut-être. L'ancienne Jamie se serait effacée. L'ancienne Jamie aurait accepté, juste pour faire cesser la pression. Mais je n'étais plus l'ancienne Jamie. J'avais un coffre-fort rempli de vérité de mon côté. Je me suis levé, je me suis mis au repos militaire, et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Mon colonel » ai-je dit. Ma voix était aussi ferme et dure que possible. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas instable. Je suis blessé. La division des enquêtes criminelles monte un dossier basé sur les preuves de cette blessure. J'ai laissé l'information faire son chemin, et je suis prête, disposée et capable d'accomplir mon devoir. Le colonel Davis s'est adossé à sa chaise. Une lueur de surprise, et peut-être d'un peu de peur, a traversé ses yeux. Il s'attendait à trouver une victime. Il s'est retrouvé face à un soldat. La bataille pour ma carrière n'était pas terminée. Mais je venais de remporter une escarmouche décisive. Dans les semaines qui ont suivi, la chapelle de la base est devenue mon refuge. C'était un simple bâtiment en briques, avec des bancs en bois ordinaire et des vitraux qui projetaient des couleurs sourdes sur le sol. C'était le seul endroit où je pouvais aller, où le silence était paisible, et non menaçant. Je n'étais pas particulièrement religieuse. Mais j'y trouvais un sens de l'ordre. Un espace tranquille, pour assimiler la tempête qui se préparait. Un après-midi, alors que j'étais assise sur un banc au fond, essayant de me concentrer sur ma respiration. Les lourdes portes en chêne ont grincé en s'ouvrant. J'ai jeté un coup d'œil en arrière, et mon cœur s'est figé. C'était ma mère. Elle se tenait là, encadrée par la porte, l'air frêle et perdu. Ses cheveux étaient en bataille, et de grandes cernes sombres marquaient ses yeux. Chaque parcelle de mon être criait qu'il s'agissait d'une performance calculée. D'une embuscade émotionnelle parfaitement mise en scène. Elle a descendu lentement l'allée centrale. Ses pas résonnant dans l'espace caverneux. Et s'est glissée sur le banc à côté de moi. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Elle a juste fixé l'autel. « Jamie, ma chérie » a-t-elle commencé. Sa voix se brisait, alors qu'elle se tordait les mains sur ses genoux. Les larmes montaient déjà dans ses yeux. « Je t'en prie. Je t'en supplie. Il faut que tu arrêtes tout ça. Ton père. Il pourrait tout perdre. L'enquête. Le parti parle de lui demander de démissionner. » Elle s'est finalement tournée vers moi. Le regard suppliant. « Et René. Son stage a été annulé. Toute sa vie, son avenir. Tout est en train d'être détruit. » Elle a tendu la main vers la mienne, mais je me suis reculé. Pas une seule fois, elle n'a demandé comment guérissaient mes côtes. Pas une seule fois, elle n'a posé de questions sur les cauchemars. Son plaidoyer entier n'était qu'un registre de leur perte potentielle. « Notre famille s'effondre, Jamie » a-t-elle chuchoté. Une larme a finalement débordé, et a coulé sur sa joue. « Et c'est uniquement de ta faute. Dieu ne pardonnerait pas à une fille qui détruit sa propre famille. » Pendant un instant, l'ancienne Jamie et celle qui avait été conditionnée à la culpabilité a ressenti un pincement familier. Mais ensuite, une citation tirée d'un livre que le capitaine Rostova m'avait recommandé, un ouvrage de Brené Brown m'a traversé l'esprit. « Oser fixer des limites, c'est avoir le courage de s'aimer soi-même, même lorsque l'on risque de décevoir les autres. » Une clarté froide et dure s'est installée en moi. J'ai regardé ma mère. Non pas avec colère, mais avec une pitié soudaine et dévastatrice. « Famille » ai-je demandé. Ma voix était calme, mais elle a tranché à travers sa performance comme un rasoir. « Une famille ne pousse pas l'un des siens dans un escalier, maman. Une famille ne menace pas de ruiner la carrière de son enfant pour couvrir un crime.
J'ai secoué la tête. Le dernier reste d'espoir enfantin, qui survivait encore en moi, s'éteignait définitivement. Ce que tu essaies de sauver, ce n'est pas une famille. C'est un mensonge. Un mensonge public, soigneusement construit. Mes mots sont restés suspendus dans le silence sacré, qui nous séparait. Son visage s'est froissé. Non pas de compréhension, mais de frustration. Et puis, comme sur un signal, les portes se sont ouvertes à nouveau. C'était Renée. Elle s'est avancée dans l'allée. Ses talons claquaient avec colère, sur le sol de pierre. Il n'y avait aucun remords sur son visage. Seulement une arrogance pure et non diluée. C'était une attaque coordonnée. Tu vois, a aboyé Renée. Pas à moi, mais à notre mère. Ses yeux, cependant, étaient fixés sur les miens. Brûlants de haine. Je t'avais dit que ça ne servait à rien. Elle a toujours été comme ça. Toujours à essayer de tout gâcher pour moi, parce qu'elle est jalouse. Elle a fait un pas de plus. Sa voix tombant dans un ricanement venimeux. Tu fais pitié. Tu as fugué pour jouer au soldat, parce que tu es incapable de gérer le monde réel. Tu n'es qu'une petite recrue égoïste. Et c'est tout ce que tu seras jamais. C'en était trop. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. L'insulte, le mensonge, l'audace pure et simple de la chose. Et tout ça se déroulait dans le seul endroit où j'avais cherché la paix. C'était trop. Quelque chose en moi. Un barrage, qui avait retenu une vie entière de douleur, et d'injustice ravalée. Ne s'est pas contenté de se fissurer. Il a volé en éclats. Je me suis levé lentement. Je n'étais plus l'adolescente terrifiée. Je n'étais plus la fille invisible. J'étais le sergent Jamie Battle. Et mon point de rupture avait été atteint, puis largement dépassé. Ça suffit, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte. Mais elle a résonné avec une autorité telle, qu'elles en sont toutes les deux restées bouche bée. Je me suis d'abord tourné vers ma mère. Tu me demandes de protéger mon propre agresseur. Tu me manipules dans la maison de Dieu. Tu n'as plus le droit de faire ça. Puis, je me suis tourné vers Renée. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Et pour la première fois, je n'ai pas vu une enfant chérie, ou une rivale puissante. J'ai vu une brute vide de l'intérieur, et peu sûre d'elle. Je ne suis pas jalouse de toi, Renée, ai-je déclaré. Et ma voix était empreinte d'une calme finalité. J'ai pitié de toi. Sa mâchoire s'est décrochée. Elle était tellement habituée à ma peur. Elle n'avait aucune défense contre ma pitié. J'ai reculé d'un pas. Créant une limite physique, qui reflétait la limite émotionnelle que j'étais sur le point de bâtir. J'ai regardé le visage de ma mère, strié de larmes. Puis, l'expression choquée de ma sœur. J'en ai terminé, ai-je déclaré. Chaque mot était une brique, d'un nouveau mur. J'ai fini d'être l'amortisseur de cette famille. J'ai fini d'être le sacrifice acceptable pour l'image de la famille. Mon regard s'est fixé sur ma mère. À partir de cet instant, je ne suis plus votre fille silencieuse et brisée. Je suis un soldat, qui a été agressé. J'ai pris une grande inspiration. Ressentant une montée de pouvoir que je n'avais jamais connue. C'était le pouvoir de ma propre vérité, brute et sans phare. Et mon combat de soldat ne fait que commencer. Si vous avez déjà vécu un moment où vous vous êtes enfin dit « assez, c'est assez ». N'hésitez pas à cliquer sur « j'aime ». Et dans les commentaires, je veux que vous écriviez les 3 mots les plus puissants au monde, j'en ai fini. J'aimerais voir un mur entier de ces mots. Déclarons-le, ensemble. En sortant de cette chapelle, j'ai laissé le fantôme de l'ancienne Jamie Battle sur les bancs. La femme qui a marché dans la lumière du soleil, était différente. Ma douleur n'avait pas disparu. Mais elle avait été forgée en quelque chose d'autre. Une arme. Mon vœu de silence était rompu. Et ma déclaration de guerre était faite. Maintenant, il était temps de planifier la campagne. Le lendemain matin, je suis entré directement dans le bureau de l'avocat général de la base, le JAG Corps. Tante Sarah m'y a rejointe. Ils m'ont assigné un conseiller juridique, un capitaine vif et concentré, nommé David Chen. Son bureau était standard. Un bureau gris de dotation militaire. Un ordinateur gouvernemental. Et un drapeau américain dans un coin. Mais nous l'avons rapidement transformé en centre d'opération tactique.
Nous avons tout étalé sur sa table de conférence. Mes dossiers médicaux de Walter Reed. Le rapport préliminaire de la division des enquêtes criminelles, CID. Les fichiers audio des messages vocaux manipulateurs de ma mère. Et les joyaux de la couronne, les carnets méticuleusement tenus par tante Sarah. Le capitaine Chen a examiné les documents. Son expression devenait plus sérieuse, à chaque page. C'est considérable, sergent. Ce n'est pas un procès familial, mon capitaine, ai-je dit. Ma voix était assurée. Tante Sarah m'a adressé un hochement de tête ferme et approbateur. C'est une campagne militaire. La force adverse a de l'influence politique, des ressources financières, et des connexions médiatiques. Nous ne pouvons pas nous contenter de réagir. Nous avons besoin d'une stratégie. À partir de ce moment-là, mon entraînement a pris le dessus. J'ai cessé de penser comme une fille, pour commencer à penser comme une analyste. Mon premier objectif était la collecte de renseignements. Les arts de la guerre de Sun Tzu, un livre que j'avais étudié à l'école des officiers candidats, est devenu ma nouvelle Bible. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu ne seras point vaincu dans sa bataille. Je connaissais les tactiques de mon père, l'intimidation, la manipulation, et l'usage de son pouvoir. Mais j'avais besoin de comprendre ses vulnérabilités. J'ai passé des heures en ligne, à créer un tableau d'analyse de réseau détaillé. J'ai cartographié chaque connexion politique, chaque grand donateur de campagne, chaque journaliste complaisant dans son orbite. Un schéma clair a émergé. Tout son empire était bâti sur une image publique, soigneusement entretenue, de père de famille patriote. Cette image était son centre de gravité. Et sa dépendance envers les donateurs de premier plan, était sa plus grande faiblesse. Pendant que je me concentrais sur le paysage politique, tante Sarah a activé son propre réseau. La vieille garde des sous-officiers à la retraite, qui semblaient tout savoir sur tout le monde. Elle a passé quelques appels discrets, à d'anciens amis du Pentagone. En l'espace d'une journée, elle avait obtenu des informations sur mon commandant, le colonel Davis. Comme on le soupçonnait, il visait un poste de cadre confortable, dans une grande entreprise sous-traitante de la défense, après sa retraite. Et, sans surprise, le PDG de cette entreprise était l'un des 5 plus gros contributeurs à la campagne de mon père. Ce n'était pas juste un coup de fil d'un père inquiet. C'était un ordre d'un futur employeur. L'étape suivante consistait à sécuriser mes propres arrières. Je ne pouvais pas mener cette guerre, si je m'inquiétais constamment d'être sapé par ma propre chaîne de commandement. J'ai demandé une réunion officielle avec le bureau de l'inspecteur général, l'IG. J'ai présenté mon cas de manière professionnelle, et impartiale. J'ai exposé la chronologie des tentatives d'ingérence de mon père. Depuis la menace dans le sous-sol, jusqu'aux pressions exercées sur le colonel Davis. J'ai fourni les noms, les dates. Ainsi qu'une copie des registres de dons de l'entreprise sous-traitante de la défense. Je n'étais pas une fille hystérique. J'étais un sergent, signalant une influence indue du commandement. Une infraction très grave au regard du code de justice militaire. L'officier de l'IG, un commandant au visage sévère, m'a écouté sans m'interrompre. Et m'a assuré qu'il lancerait une enquête complète sur la conduite du colonel Davis. Mon père, bien sûr, menait sa propre guerre clandestine. Un soir, tante Sarah m'a appelé. « Tu es surveillé » a-t-elle dit. Sa voix était basse. Une berline argentée était garée dans la rue de mes baraquements, depuis 2 jours. Elle avait fait vérifier les plaques d'immatriculation par un ami, détective privé. Elles appartenaient à une agence de détectives de Washington DC, connue pour fouiller le passé des gens, lors des campagnes politiques. Au lieu de ressentir de la peur, j'ai été envahi par une poussée de colère froide. Il cherche une faiblesse, ai-je dit. Quelque chose pour me discréditer. Alors on ne lui en donnera pas, a répondu tante Sarah. J'entendais une lueur tactique dans sa voix. On va faire un peu de contre-espionnage. C'est exactement ce que nous avons fait. Je suis devenu le soldat modèle. J'étais la première arrivée pour l'entraînement physique le matin, et la dernière à quitter le parc automobile le soir. J'ai passé mes week-ends à faire du bénévolat, pour des projets communautaires sur la base. Ou bien à étudier pour le jury d'avancement. Je me suis assuré que le détective privé obtienne des tas de photos de moi, menant une vie de discipline militaire impeccable. Qu'il aille faire son rapport au sénateur, en lui confirmant que sa fille était, de fait, tout ce qu'un soldat devait être.
Sachant que ma prochaine évaluation de performance était un champ de bataille clé, j'ai lancé une attaque préventive. Je me suis porté volontaire pour chaque tâche difficile. Pour chaque tableau de service indésirable. J'ai travaillé 2 fois plus dur. M'assurant que mes performances n'étaient pas seulement satisfaisantes, mais exemplaires. J'ai documenté chaque réalisation. Chaque compliment d'un supérieur. J'ai également demandé, discrètement, des lettres de recommandation à d'autres officiers de mon commandement. Des leaders respectés, qui m'avaient jugé sur mon mérite, et non sur les murmures de mon père. J'étais en train de constituer mon propre dossier. Un dossier de compétences et d'honneur. Quelques semaines après le début de notre campagne, j'ai reçu un appel du capitaine Chen. Une bonne et une mauvaise nouvelle, sergent, a-t-il dit. L'enquête de l'inspecteur général met le colonel Davis sur la sellette. Il fait machine arrière. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise, ai-je demandé, en me préparant au pire. Je viens de recevoir un appel de l'avocat de votre père. C'est un avocat civil de haut vol, d'un cabinet situé sur K Street. Il demande officiellement une réunion de médiation avec vous. En présence de votre famille, et de votre avocat. Je me suis tenu un peu plus droite. Je pouvais voir l'échiquier dans son ensemble maintenant. Je connaissais mon ennemi. Je connaissais ses tactiques. Et pour la première fois, je connaissais ma propre force. Ce n'est pas une offre de paix, ai-je dit au capitaine Chen. Ma voix était calme et claire. C'est une embuscade. Il a marqué une pause. Je suis d'accord. Alors, quel est notre prochain coup? Un lent sourire s'est dessiné sur mon visage. Nous acceptons, ai-je répondu. Laissez-les tendre leur piège. Cette fois-ci, je serai prête. Le cabinet d'avocats se trouvait sur K Street. Le cœur du corridor du pouvoir, de Washington D.C. C'était exactement le genre d'endroit que mon père choisirait. Des œuvres d'art coûteuses sur les murs. Des meubles en acajou poli. Et une vue panoramique sur la ville, qui hurlait l'influence. L'air était épais, chargé de l'odeur de l'argent et de l'ambition. Ils étaient déjà là quand le capitaine Chen et moi sommes arrivés. Mon père, ma mère et René étaient assis d'un côté d'une immense table de conférence. Leur propre avocat, payé à prix d'or, à leur côté. Ils ressemblaient à une famille royale tenant sa cour. Ils irradiaient d'une aura de confiance inébranlable. Mon père était dans son élément. Un sénateur prêt à négocier un traité. René arborait un regard suffisant de victoire sur son visage. Quant à ma mère, elle avait juste l'air pâle et anxieuse. Telle la complice silencieuse d'une exécution. L'avocat de mon père, un homme aux cheveux argentés, portant une cravate en soie, a ouvert la séance avec du jargon juridique. Mais ce n'était qu'une introduction. Mon père a rapidement pris le relais. Il s'est lancé dans un discours bien répété sur le caractère sacré de la famille. Sur la douleur des malentendus. Et sur l'importance de la guérison. C'était une performance digne du Sénat. Puis est venue l'offre. Jamie, a-t-il dit. Sa voix dégoulinait d'un paternalisme condescendant. Nous voulons tous laisser ce fâcheux incident derrière nous. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. Il a fait glisser un document sur la table polie. C'est une proposition pour un fonds fiduciaire. Et pas des moindres, un montant à 7 chiffres. Il serait créé à ton nom, immédiatement. En échange, a renchéri son avocat, tout ce que le sergent Battle aurait à faire, serait de retirer sa plainte officielle auprès du CID. Et de signer un accord de confidentialité standard. Vois ça comme un nouveau départ, Jamie, a ajouté mon père. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux froids. Une chance pour toi de te construire une nouvelle vie. Une vie confortable. Tu ne seras plus obligé de jouer au petit soldat, à présent. Cette dernière phrase était conçue pour être un poignard. Elle visait à me diminuer. À réduire toute mon identité, mon service, et mes sacrifices, à un simple jeu d'enfant. Il croyait m'offrir un parachute doré. Mais ce qu'il m'offrait réellement, c'était un pot de vin, pour acheter mon silence. Pour effacer ma vérité. Le capitaine Chen a commencé à parler, prêt à exposer les raisons juridiques pour lesquelles cette offre était inacceptable. Mais j'ai posé une main sur son bras pour l'arrêter. C'était à moi de mener ce combat. Non, ai-je dit. Ma voix était calme,
mais elle s'est abattue dans la pièce silencieuse avec la force du maillet d'un juge. Le sourire de mon père s'est crispé. Il s'attendait à ça. Ça faisait partie de son scénario. Je vois, a-t-il dit, en s'adossant à sa chaise. Tu veux y aller à la dure. Il a poussé un soupir théâtral. Alors ne m'en veux pas pour les conséquences, Jamie. Ton évaluation annuelle de performance approche. J'espérais ne pas avoir à m'en mêler. Mais un simple appel de mon bureau concernant ton instabilité émotionnelle garantira que tu ne seras jamais promu. Tu prendras ta retraite en tant que sergent. Si tu n'es pas renvoyé de l'armée avant. Tes ambitions, ton avenir. Tout ça aura disparu. Il a souri à ce moment-là. Une courbe fine et cruelle sur ses lèvres. C'était le sourire d'un homme qui venait de jouer son atout maître. Il croyait m'avoir prise au piège. Il croyait que ma carrière était la seule chose que j'avais, et il menaçait de la réduire en cendres. Mais il se battait pour la guerre d'hier. Il ignorait que j'avais un tout nouvel arsenal. Lentement, délibérément, j'ai plongé la main dans mon propre porte-document. Et j'en ai sorti un simple dossier en papier craft. Je l'ai posé sur la table, entre nous. Le bruit qu'il a fait était doux, mais c'était comme un coup de tonnerre. Tu as raison, papa, ai-je dit. Ma voix était calme et posée. Mon évaluation de performance approche. J'ai ouvert le dossier, et j'ai fait glisser le premier document sur la table, vers lui. Ce sont des lettres de soutien, de la part de tous les officiers de ma chaîne de commandement direct. Ils y saluent mes performances exemplaires au cours des 3 derniers mois. En particulier sous une situation qu'ils qualifient d'extrême détresse personnelle. Son sourire a vacillé. Il a jeté un coup d'œil aux lettres, ses yeux parcourant les signatures. J'ai fait glisser un deuxième document. Et ceci. Ceci est le rapport préliminaire du bureau de l'inspecteur général. Je l'ai poussé vers lui, en m'assurant que l'entête était clairement visible. Ils enquêtent sur ton appel au colonel Davis. Ils considèrent que ta tentative d'exercer une influence indue sur le commandement est très préoccupante. Ils semblent penser qu'un sénateur qui essaie de manipuler la carrière d'un soldat est une infraction assez grave. Son visage est devenu livide. Sa posture d'assurance a commencé à s'effondrer. Il n'était plus un sénateur. Il n'était plus qu'un homme, en train de voir son pouvoir s'évaporer. René fixait les documents. Son visage était un masque d'incrédulité, la bouche légèrement entr'ouverte. Ma mère s'était mise à pleurer doucement dans un mouchoir. Puis, j'ai sorti le 3e et dernier document. C'était une simple feuille de papier, bien nette. Et ça, ai-je dit, ma voix résonnant d'une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'est ma lettre d'acceptation au programme de l'école des officiers candidats de l'armée. Elle est arrivée la semaine dernière. Je l'ai poussée juste devant lui. Il s'avère que, dans l'armée des États-Unis, l'intégrité et le courage personnel sont toujours considérés comme des atouts précieux pour un leader. Échec et mat, le silence dans la pièce était total. Mon père fixait les papiers. Son visage était une effroyable toile peinte de choc, puis de confusion. Et enfin, de panique pure et absolue. Chaque arme qu'il possédait, chaque menace qu'il avait proférée, venait d'être neutralisée. Chaque levier de pouvoir qu'il croyait contrôler, venait d'être arraché de ses mains. Il avait perdu le contrôle du récit. Il avait perdu le contrôle sur moi. Je me suis levé. Je me sentais grande. Je me sentais libre. J'ai regardé les 3 personnes qui avaient passé toute leur vie à essayer de me faire sentir minuscule. Je n'ai pas besoin de ton argent, ai-je dit, d'une voix claire et forte. Je n'ai jamais eu besoin de ton approbation. J'ai regardé René, qui était maintenant pâle comme un fantôme. Puis ma mère, dont les sanglots devenaient plus forts. Cette réunion, ai-je déclaré, est terminée. Le capitaine chaîne sur mes talons, je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne ressentais ni haine, ni colère, ni même tristesse. Tout ce que je ressentais, c'était le soulagement propre, silencieux et magnifique, d'une bataille ardemment disputée. Et définitivement gagnée. Le jour de l'audience au tribunal, j'ai choisi mon uniforme avec soin. Pas mon uniforme de combat de tous les jours. Mais mon uniforme de service de l'armée, le dress blues. Je ne le portais pas comme une victime cherchant la sympathie. Mais comme un soldat se présentant au rapport. Mon devoir,
ce jour-là, était envers la vérité. Assise dans le tribunal militaire, le tissu de mon uniforme impeccable et structuré, j'ai ressenti un sentiment de détermination sereine. Je n'étais pas seul. Tante Sarah était assise dans la rangée juste derrière moi. Sa posture était aussi droite que la mienne. À côté d'elle, se trouvait le capitaine Rostova. Elle n'était pas venue en tant que mon médecin, mais comme un pilier de soutien silencieux. C'était ma famille de cœur. Ma garde d'honneur. Quand mon nom a été appelé, je me suis dirigé vers la barre des témoins, et j'ai prêté serment. J'ai raconté les événements. Depuis la bousculade dans les escaliers, jusqu'aux menaces de mon père. J'ai parlé clairement, avec concision, en m'en tenant aux faits. Exactement comme l'agent Carter me l'avait conseillé. Mon témoignage était clinique. Les rapports médicaux de Walter Reed fournissaient les faits scientifiques, froids et irréfutables. Mais ce sont les carnets de tante Sarah, versés au dossier des preuves, qui ont brossé un tableau indéniable. Un schéma qui s'étalait sur une décennie. Face à cette montagne de preuves, René s'est effondré. Son avocat lui a conseillé de plaider coupable. Elle s'est tenue devant le juge, un officier militaire aux cheveux grisonnants et à la poitrine couverte de rubans, et elle a reconnu l'agression. Ses aveux n'étaient qu'un bégaiement embrouillé, et noyé de larmes. La sentence du juge fut expéditive. René a été reconnu coupable de voies de fait. Elle a été condamnée à 2 ans de mise à l'épreuve, et a reçu l'ordre de suivre une thérapie obligatoire, pour la gestion de la colère. Ensuite, le juge m'a regardé directement. Il a émis une ordonnance de protection globale de 5 ans. Elle interdisait légalement à mon père, ma mère et ma sœur de me contacter. Ou de s'approcher à moins de 150 mètres de ma personne, de mon domicile, ou de mon lieu de travail. Avant de lever l'audience, le juge, lui-même colonel à la retraite, a pris un moment pour s'adresser à l'Assemblée. Il n'a pas seulement parlé du crime, mais du contexte. Il a condamné l'abus de pouvoir arrogant, et la perversion toxique de la loyauté familiale, dont mes parents avaient fait preuve. Puis, il m'a regardé. « Sergent Battle », a-t-il dit. Sa voix résonnait d'autorité. Il faut une forme rare de courage, pour défendre les valeurs de l'armée, comme l'honneur et l'intégrité, lorsque le champ de bataille se trouve dans sa propre maison. Vous avez fait votre devoir. Soyez-en fiers. Après coup, dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience, le monde professionnel a commencé à rendre son propre verdict. L'agent Carter m'a pris à part. Ça commence, a-t-elle chuchoté. Le comité d'éthique du Sénat avait officiellement lancé une enquête sur la conduite de mon père. En citant le rapport de l'IG, et le résultat de ce procès. Elle m'a montré une alerte d'actualité sur son téléphone. 2 de ses plus grands donateurs corporatifs venaient de retirer publiquement leur soutien. L'empire que mon père avait bâti sur son image, et sur des mensonges, commençait à s'effondrer. Sous le poids simple et immense, de la vérité. Je m'attendais à ressentir une vague de triomphe. De réhabilitation. Au lieu de cela, je me suis juste senti calme. Un vide étrange, et creux. La guerre était terminée. L'ennemi était vaincu. Mais tout ce qui restait, c'étaient les décombres. Il n'y a pas eu de parade de victoire. Seulement des cendres. À travers la mêlée chaotique des avocats et des officiers de justice, j'ai aperçu ma mère. Elle se tenait seule, près des ascenseurs. Détachée de mon père, pour la première fois dont je me souvienne. Sans sa présence imposante à ses côtés, elle avait l'air incroyablement petite, et perdue. Lorsqu'un flash d'appareil photo a crépité à proximité, elle a levé machinalement la main pour se protéger le visage. La manche de son chemisier a glissé, et je l'ai vue. Une ecchymose décolorée, d'un vert jaunâtre, à l'intérieur de son poignet. Une ecchymose qui avait exactement la forme d'une main qui agrippe. Une ecchymose que j'avais vue sur mon propre corps, une 12aine de fois auparavant. Dans cet instant déchirant, ma perspective a changé. La colère que je ressentais envers elle. La fureur justifiée face à sa complicité. Tout ça s'est tout simplement dissipé. Cela a été remplacé par une pitié tragique et douloureuse. Elle n'était pas seulement complice du régime de mon père. Elle était une autre de ses victimes. Emprisonnée dans une cage dorée de luxe et de peur. Quelques semaines plus tard, une lettre est arrivée à ma caserne. L'enveloppe était faite d'un papier à lettres coûteux, couleur crème. Et l'écriture, c'était la belle calligraphie élégante de ma mère.
Je l'ai emporté dehors, et je me suis assise sur les marches. Mon cœur battait à un rythme lent et lourd. La lettre n'était pas des excuses. C'était une complainte. Un long récit décousu, sur tout ce qu'ils avaient perdu. Le prestige. Les amis. Les invitations au gala de Washington. C'était une litanie de leur souffrance. Elle se terminait par une ultime supplique, manipulatrice, je prie pour qu'un jour, tu puisses trouver dans ton cœur, la force de nous pardonner. J'ai lu la lettre 2 fois. J'ai repensé aux leçons que j'étudiais, tirées d'un vieux livre sur le stoïcisme. Une philosophie qui consiste à accepter ce que l'on ne peut pas changer, et à se concentrer uniquement sur ce que l'on peut contrôler. Je ne pouvais pas changer mon passé. Je ne pouvais pas changer qui étaient mes parents. Mais je pouvais contrôler mon avenir. Je pouvais contrôler ce que le pardon signifiait pour moi. Le pardon que ma mère demandait, c'était la permission de revenir à la façon dont les choses étaient avant. C'était une invitation à retourner dans le mensonge. Mais le pardon dont j'avais besoin, était différent. C'était la permission pour moi, de lâcher prise. De déposer le lourd fardeau de leur trahison. Et de m'en aller, libre et lavé de tout ça. J'ai décidé, à ce moment précis, que je leur pardonnerais. Pas parce qu'ils le méritaient. Pas parce qu'ils l'avaient demandé. Mais parce que je méritais d'être en paix. Lentement, méthodiquement, j'ai déchiré la lettre en petits morceaux bien nets. J'ai laissé le vent les emporter, et les disperser sur la pelouse parfaitement entretenue de la base. Je les ai regardés partir. Comme on lâche des colombes, ou comme on enterre les morts. C'était une cérémonie tranquille, et personnelle. Des funérailles pour une famille, qui n'avait jamais vraiment existé. Et l'acte final, est nécessaire, pour fermer une porte qui devait rester close à tout jamais. 6 mois plus tard, la vie de la sous-lieutenant Jamie Battle a trouvé un nouvel équilibre paisible. La tempête est passée, laissant derrière elle un ciel qui m'a semblé plus vaste, et plus clair que jamais. Je vivais dans un petit appartement baigné de soleil, en dehors de la base. Un endroit qui m'appartenait entièrement. Il n'y avait pas de fantômes dans les couloirs, pas de mine sous le plancher. C'était simplement, chez moi. Pour la première fois de ma vie, je comprenais ce que ce mot était censé signifier. Mes week-ends avaient aussi trouvé un nouveau rythme. La plupart des samedis, je descendais chez tante Sarah en voiture. Nous passions des heures dans son jardin. Nos mains couvertes de terreau, à parler de tout et de rien. Ensuite, on s'asseyait dans sa cuisine chaleureuse, l'odeur d'une tarte aux pommes fraîchement sortie du four flottant dans l'air. Et on se contentait d'être là. Ces moments simples et paisibles, étaient le genre de souvenirs dont j'avais toujours eu besoin. Ce que j'étais désormais en train de me bâtir. Brique par brique. L'armée avait tenu sa promesse. J'ai obtenu mon diplôme de l'école des officiers candidats de Fort Benning. J'étais parmi les premiers de ma promotion, en tactique et en commandement. La cicatrice atténuée sur mon poignet, était un rappel permanent des batailles que j'avais livrées. Mais la douleur qui y était associée, avait disparu. Ce n'était plus une marque de honte. C'était une partie de mon histoire. Un symbole de survie. Et j'ai appris, que cette histoire avait un but, au-delà de ma propre guérison. Mon expérience m'a donné une voie unique. On m'a demandé de devenir une intervenante, pour les programmes de prévention des violences familiales de l'armée. J'ai commencé à prendre la parole lors de séminaires de formation au leadership, en partageant une version soigneusement éditée de mon histoire. Je n'entrais pas dans les détails sordides. Je n'en avais pas besoin. Je me concentrais sur les leçons. Comment reconnaître les signes subtils de maltraitance? Comment briser la tendance de la chaîne de commandement, à régler les choses en interne? Et comment créer une culture, où demander de l'aide est un signe de force, et non de faiblesse? Il y a quelques mois, un jeune simple soldat de mon nouveau peloton, un garçon discret originaire de l'Ohio, est venu me voir après un briefing. Il hésitait. Ses yeux balayaient nerveusement la pièce. Il m'a parlé de sa femme. De sa jalousie constante. De la façon dont elle contrôlait son accès à son propre argent. Et de la manière dont elle l'isolait de ses amis. C'était de la guerre psychologique, et il était en train de perdre. Je ne lui ai pas donné de conseils. Je ne lui ai pas dit quoi faire. Je l'ai simplement écouté. Puis, je l'ai accompagné jusqu'au bureau du programme de soutien familial. Et j'ai attendu avec lui, jusqu'à ce qu'un conseiller soit disponible.
Je lui ai offert la seule chose qu'on ne m'avait jamais donnée, un témoin. La confirmation que sa douleur était réelle, et qu'il n'était pas seul. C'est ça, ai-je réalisé, qui était mon véritable héritage. Pas l'histoire de ce qu'on m'a fait subir. Mais ce que j'ai choisi d'en faire. Ma nouvelle famille, celle que j'avais forgée dans le feu, devenait plus forte. Le capitaine Rostova devenu le major Rostova est devenu une mentor de confiance. Nous dînions une fois par mois, dans un petit restaurant de bord de route situé à mi-chemin entre son poste et le mien. Nous parlions boulot, et de la vie, autour de hamburgers et de café. L'agent spécial Carter gardait toujours le contact. Elle m'envoyait des cartes postales de ses missions aux quatre coins du monde. Une photo de la porte de Brandebourg, en Allemagne. Une vue de la zone démilitarisée, depuis la Corée. Chacune portait un message simple au dos, « Restez forte, lieutenant ». Et puis il y avait Ethan. Le sergent Ethanais. Il avait été une présence discrète dans mon ancienne unité. L'un des rares, à n'avoir jamais cru aux rumeurs. Il s'était simplement présenté jour après jour, en faisant son travail. Me traitant avec un respect constant et inébranlable, qui était plus réconfortant que n'importe quel mot. Aujourd'hui, il était devenu un élément essentiel de ma nouvelle vie. Nous passions nos week-ends libres à faire de la randonnée, sur les sentiers du parc national de Shenandoah. Les montagnes Blue Ridge s'étendant devant nous, comme une promesse. Nous pouvions passer des heures, dans ce silence confortable que seuls deux soldats peuvent véritablement comprendre. Un langage partagé, qui se passe de mots. Un après-midi de la semaine dernière, un message texte est apparu sur mon téléphone. Il provenait d'un numéro inconnu. Mon cœur s'est serré l'espace d'une seconde. Le membre fantôme d'une vieille peur. Mais le message n'était pas une menace. C'était une mise à jour. Ceci est un message pour Jamie Battle, disait-il. Je suis le thérapeute d'Elisabeth. Elle m'a demandé de vous informer qu'elle a quitté Arthur. Et qu'elle est actuellement en traitement, dans un programme résidentiel de longue durée. C'est tout. Aucune demande, aucune supplique pour reprendre contact. Juste une information. Ce week-end passé, je me tenais sur une colline surplombant Quantico avec tante Sarah. La brise printanière était fraîche sur mon visage. J'ai pensé à ce message. Je ne sais pas si je serai un jour prête à revoir ma mère. Je ne sais pas si cette porte se rouvrira un jour. Mais j'ai réalisé, en regardant l'horizon, que cela n'avait aucune importance. Où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse, j'espérais qu'elle trouverait la paix. Ma propre paix était ici. Elle était dans le sol ferme sous mes pieds. Dans l'uniforme que je portais avec fierté. Et dans le ciel sans limite devant moi. La mission la plus difficile de ma vie, la mission de me guérir moi-même, était toujours en cours. Mais la bataille, elle, était terminée. Pour la première fois, j'étais libre de commander ma propre vie. Et mon avenir était un horizon ouvert, dans l'attente de nouveaux ordres. Avant de partir, je veux vous dire merci. Merci d'avoir écouté mon histoire. Cet horizon que je regardais à la fin, ce n'est pas seulement le mien. Il appartient à chacun d'entre nous, qui a dû se battre pour trouver sa propre paix. Mon histoire prouve que notre passé n'a pas le droit d'écrire notre avenir. C'est nous qui l'écrivons. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, et que vous croyez en la force de la survie, et au fait de pouvoir réécrire notre propre histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes une communauté de survivants. Pour votre dernière mission, partagez dans les commentaires une mesure que vous prenez cette semaine pour reprendre le contrôle de votre propre vie. Merci. Lieutenant Battle, terminé.